Le 10 avril 2000, il se passe quelque chose de très inhabituel dans la petite ville de bord de mer, très chic et habituellement vraiment tranquille, de Wheatfleet à Cape Cod dans le Massachusetts. En effet, les enquêteurs ont extrait de sa cellule un détenu très particulier. Celui-ci a exigé en échange de sa coopération qu'on lui fournisse des sous-vêtements de femme, une blouse féminine ainsi qu'une perruque. C'est d'ailleurs ce qu'il porte ce jour-là, alors qu'il conduit les enquêteurs le long des dunes à la recherche du corps de ses victimes. Ça, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Vous allez me dire encore un serial killer américain, oui, mais bon, ils sont intéressants en général, on va pas s'en priver. Je vous préviens, la vidéo risque d'être un tout petit peu longue et l'enquête assez touffue, donc je vais avoir besoin de toute votre attention si vous voulez pas vous perdre en chemin. J'aurai quelques petites choses concernant la chaîne à vous dire, mais je ferai ça à la fin de la vidéo, comme ça on va attaquer très rapidement. Donc ceux que ça intéresse, essayez de rester jusqu'à la fin. Disclaimer habituel, vidéo true crime, celle-ci en plus c'est un petit peu corsé, donc si vous êtes un peu sensible, pas spécialement amateur d'histoire, de meurtre, d'enquête, etc., je vous propose d'aller vous divertir avec quelque chose d'autre. Les autres par contre vous me suivez, et juste après le générique, on attaque l'affaire. Nous nous rendons donc à nouveau aux États-Unis et cette fois ce sera dans l'État du Maryland, à Silver Spring pour être précis. Silver Spring, c'est une grosse agglomération du comté de Montgomery, ça compte un peu plus de 80 000 habitants et c'est situé au nord de la ville de Washington. C'est un lieu de vie très prisé des familles aisées parce que c'est très coquet, calme et tranquille et très résidentiel. Le 31 mai 1986, c'est le week-end du Memorial Day. C'est un jour férié américain qui rend hommage à tous les soldats qui sont morts au combat. Michelle Dorr a 6 ans et elle est à Silver Spring dans la nouvelle maison de son père pour y passer le week-end. Nouvelle maison parce que son père a emménagé là il n'y a pas très longtemps, il est en plein divorce houleux avec la mère de Michelle. Michelle, c'est une très jolie petite fille de 6 ans qui a des petites taches de rousseur sur le nez, de beaux yeux bleus et elle a une petite dent de lait qui manque. Michelle n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de venir dans cette ville, dans cette maison, mais elle y a déjà une amie. C'est la petite Elizabeth Clark et c'est une voisine. Elle habite seulement 2 maisons plus bas dans la rue. Ce jour du 31 mai, il fait assez chaud et Carl Dorr, le papa de Michelle, a l'idée de sortir du garage une petite piscine en plastique, d'y mettre de l'eau et de l'installer dans le jardin pour que sa fille puisse y jouer. Et lui, pendant ce temps, il va rentrer à l'intérieur pour regarder du sport à la télé. Mais lorsqu'il revient, quelques temps après, on ne sait pas exactement combien de temps, Michelle a disparu. Carl Dorr imagine immédiatement qu'elle est partie voir sa petite copine Elizabeth, donc chez les Clark. Alors il s'y rend tout de suite, il se précipite. Et d'ailleurs, à l'approche de la maison, il entend des bruits d'enfants qui jouent, donc il est plus ou moins rassuré, il se dit qu'elle est là. Mais Jeff Clark, le père d'Elizabeth, va lui dire que toute la famille était absente toute la journée, qu'ils viennent de rentrer et qu'il n'a absolument pas vu Michelle. Carl Dorr va déclarer la disparition de sa fille auprès des autorités aux alentours de 18 h. Débutent alors d'immenses recherches pour la petite fille. C'est d'ailleurs les recherches les plus extensives qu'il y a eu dans le Maryland à cette époque-là. Vu l'âge et la personnalité de Michelle Dorr, il n'y a pas grand monde qui imagine qu'elle ait pu fuguer. Et donc, même si aucun corps n'est retrouvé, la piste criminelle est tout de suite envisagée. Et il va se passer ce qui se passe assez souvent lorsqu'il n'y a pas de suspect évident. C'est donc la personne la plus proche de la victime qui va être soupçonnée en premier, et il s'agit de son père, de Carl Dorr. Cependant, il y a assez vite un autre suspect qui apparaît. Il s'agit du frère du papa d'Elizabeth, la petite copine de Michelle, qui s'appelle Adam Clark. À l'époque, il vit chez Jeff Clark, le papa d'Elizabeth, et il vit donc à 2 maisons en dessous de chez Michelle. Cet individu est considéré comme un suspect tout simplement parce que son comportement effraie absolument tout le monde, et surtout les enfants.
Il se serait même une fois amusé à massacrer un lapin, à l'ouvrir, à sortir les boyaux, etc. devant un petit môme juste pour lui faire peur, et autant vous dire que ça a fonctionné. Son nom complet, c'est Aden Irvine Clarke, et il est né le 31 juillet 1952 à Troy, dans l'État de New York. Il est le second de 4 enfants, dont 2 frères et une sœur. Il a grandi dans un milieu très privilégié. Il passait d'ailleurs ses vacances dans la ville de Willfleet. C'est situé à Cape Cod dans le Massachusetts. Là-bas, il y avait la grande villa familiale qui appartenait à ses grands-parents. Malheureusement, grandir avec de l'argent, ça suffit pas parce que ses parents étaient alcooliques et ils se battaient même devant leurs enfants. Il est rapporté que son père ne faisait pas secret du fait qu'il aurait préféré avoir une fille. Et sa mère, parfois, l'habillait avec des vêtements de fille et allait même jusqu'à l'appeler Kirsten quand elle était ivre. Il y a une anecdote intéressante qui peut donner un peu de lumière sur le psychisme de ce jeune garçon. Un jour, il faisait du vélo avec son frère Jeff et il se trouve que Jeff est tombé de vélo et il s'est blessé assez sérieusement. Aden est alors allé prévenir ses parents, leur raconter ce qui s'était passé. Et lorsque ses parents ont voulu en savoir plus, il a répondu « Non mais tout va bien, le vélo n'a rien ». Donc vous voyez, son échelle des valeurs, elle était un petit peu déréglée. Dès le plus jeune âge, il effrayait les autres enfants qui se sentaient hyper mal à l'aise à son contact, sans trop savoir pourquoi. Et du coup, les autres enfants le fuyaient en permanence. En grandissant, Aden s'habille de plus en plus souvent en femme. D'ailleurs, il n'essaye pas spécialement de le cacher, même si à l'époque, c'est pas quelque chose qui est considéré comme normal, hein. C'est plutôt considéré comme bizarre et flippant. Mais il n'essaye pas de se cacher et il est surpris à plusieurs reprises par sa famille. En 1982, alors qu'il a 31 ans, Aden Clarke va rejoindre l'armée dans la marine en tant que cuisinier. Là-bas, il va continuer à agir de manière un petit peu bizarre et effrayante et surtout, il va continuer de porter des sous-vêtements féminins. Et ça va lui valoir beaucoup de moqueries et même un passage à tabac qui va lui laisser un traumatisme crânien. Suite à ça, il va faire un passage à l'infirmerie de l'armée qui va le diagnostiquer schizophrène et qui va le laisser retourner à la vie civile. Ça, c'est en 1985 et l'année suivante, en 1986, il va partir habiter chez son frère Jeff à Silver Spring. Mais en mai 1986, très peu de temps avant la disparition de Michelle Dorr, son frère Jeff va lui demander de partir de chez lui parce que son comportement est trop inquiétant. Aden Clarke devient donc le suspect principal dans la disparition de la petite Michelle Dorr de 6 ans. Il est alors emmené par les enquêteurs pour interrogatoire et dans un premier temps, Aden Clarke va totalement nier y être pour quoi que ce soit. Il dira même qu'il n'a jamais vu Michelle ce jour-là. Cependant, il est rapporté que les questions des enquêteurs concernant Michelle vont vraiment lui provoquer des réactions physiques telles qu'il va se rendre malade. Il va se déclencher de la diarrhée. Et il finira par lâcher une phrase du type « Je pense avoir fait quelque chose de mal, mais je ne sais pas exactement quoi ». Cependant, les enquêteurs, malgré ça, vont être obligés de le relâcher. Parce que pour établir leur suspect, ils sont bien obligés de se baser sur la ligne temporelle fournie par le père de Michelle. Et si on s'appuie sur les renseignements temporels fournis par Carl Dorr à cette époque-là, eh bien, Aden Clarke a un alibi. Dans le créneau horaire du probable enlèvement, Aden Clarke était tout simplement au travail dans la ville située juste à côté de Silver Spring, qui s'appelle Bethesda. Il travaillait à l'époque dans un country club et de nombreuses personnes peuvent attester de sa présence sur les lieux à ce moment-là. Lorsqu'il est relâché par la police, Aden va quitter Silver Spring puisque de toute façon, il n'a plus d'endroit où habiter. Son frère Jeff ne veut plus de lui. Et il va justement aller vivre dans la ville où il travaille, donc Bethesda. C'est juste à côté, c'est à l'ouest de Silver Spring. Là-bas, il va louer une chambre dans la maison d'un couple qui va finir par, eux aussi, lui demander de quitter les lieux à cause de son comportement effrayant. Aden va très mal prendre ce nouveau rejet et va se mettre en tête de se venger. Pour ça, il va dans un premier temps tuer leur chat. Ensuite, il va s'amuser à placer des seaux d'huile en haut des portes pour que lorsque les personnes de la famille passent, la porte s'ouvre et le seau tombe sur leur tête. Et il va aussi prendre des morceaux de poisson, les emballer dans du papier journal et disperser ça un petit peu partout aux 4 coins de la maison pour que ça pourrisse et que ça pue.
Aden Clark avait une très faible capacité de tolérance à la frustration. Dès que quelque chose l'embêtait, ça prenait tout de suite des proportions énormes, ça le rendait furieux. Et il avait pris l'habitude de chercher à se venger à tout prix des gens qu'il identifiait comme mauvais avec lui, comme cherchant à lui nuire. Dans cette optique, il pouvait se montrer très imaginatif et sa cruauté n'avait que peu de limites. À cette époque, il a aussi des démêlés avec la justice. Après avoir commis un vol dans une église, habillé en femme, il a pénétré dans l'église, il a volé tout un tas de sacs à main et de manteaux de femmes. Pour ça, il fera 45 jours de prison et il sera relâché en 1989. À sa sortie de prison, il va rejoindre un groupe d'études bibliques. Alors on ne sait pas du tout s'il est réellement en recherche de rédemption ou s'il cherche à se donner une bonne image. Quoi qu'il en soit, il en reste hyper bizarre. Pour preuve, une anecdote rapportée par le pasteur de cette église. Un jour, le pasteur était chez lui en train de tout simplement faire la vaisselle dans sa cuisine et il avait une fenêtre donnant sur son jardin juste devant son visage. Donc il faisait la vaisselle comme ça, avec la fenêtre comme ça. Et d'un coup, il y a une tête qui a surgi comme ça, donc à quelques centimètres seulement de lui, puisqu'il était très proche de la fenêtre et c'était juste derrière la fenêtre que la tête est apparue. Et c'était Aden Clark. Il était vraiment sorti comme un lutin de sa boîte. Je sais pas vous, mais moi j'aurais tellement flippé. Quand quelqu'un arrive derrière moi un peu lentement et il me touche l'épaule, déjà je fais un bond d'1 mètre, alors là... Mais bref, je crois que le pasteur aussi, il a bien flippé. À cette époque, Aden Clark a travaillé un temps en tant que coursier, livreur à roller, et il se faisait surnommer, il s'était donné lui-même le nom de Rockville Rocket, la fusée de Rockville. Ça devait être à Rockville, qui livrait quelque chose en roller. Bon, vous aurez remarqué qu'il était très instable et qu'il avait du mal à garder longtemps ses petits boulots, comme ses lieux d'habitation. Au début de l'année 1992, par l'intermédiaire d'une association religieuse de son quartier de Bethesda, il va faire la connaissance d'une bienfaitrice locale qui s'appelle Penny Houteling. Cette femme va se prendre d'amitié pour lui malgré sa bizarrerie. Elle va l'engager en tant que jardinier et il va gagner sa confiance à tel point qu'elle va lui donner les clés de sa maison. Il y a une relation mère-fils qui va s'installer entre eux et pour la première fois, Aden Clark semble avoir trouvé une certaine stabilité. Mais cette stabilité va voler en éclats lorsqu'à l'été 1992, il y a la fille de Penny qui s'appelle Laura qui va revenir de l'université. Elle a été diplômée d'Harvard et revient vivre chez sa mère Penny parce qu'elle a trouvé un boulot à Washington juste à côté. Laura Houteling, c'est une jeune femme magnifique. Elle est très grande, elle est élégante et en plus elle est très intelligente. Elle va très vite commencer à se sentir mal à l'aise en la présence du jardinier de sa mère, Aden Clark. Quant à lui, il va développer carrément de la jalousie à l'encontre de Laura, qui vient troubler le petit équilibre qu'il avait plus ou moins trouvé, et surtout qui vient se mettre en travers de la relation privilégiée qu'il avait avec sa mère Penny. Il a l'impression de se faire éclipser aux yeux de Penny par cette jeune femme, déjà qui est sa fille, et qui en plus est super belle et super intelligente. Laura va surprendre plusieurs fois Aden en train de rôder près de sa chambre et elle va aussi l'accuser d'avoir volé des outils de jardinage. En octobre 1992, Penny Houteling va s'absenter de chez elle durant le temps d'un week-end pour se rendre en Virginie à une conférence. Quand elle rentre au matin du lundi 19 octobre, sa fille Laura n'est pas à la maison et elle ne s'est pas non plus présentée à son travail à Washington. La police effectue des recherches dans la maison et dans un premier temps, elle ne remarque rien, il n'y a pas de signe de lutte. Mais lorsqu'ils vont se mettre à la recherche de traces de sang grâce au luminol, c'est cette lumière bleue qui fait apparaître les traces de sang dans la pénombre, eh bien le lit de Laura va complètement scintiller de bleu, il est couvert de sang. Ils trouvent également une paire de chaussures de femme ainsi qu'une tête d'oreiller ensanglantée dans une petite zone boisée pas très loin de la maison des Houteling. Il se passe alors une chose assez étrange qu'il faut garder en tête. Il y a un témoin oculaire du quartier qui va dire avoir bel et bien vu Laura Houteling se balader le jour même de la disparition présumée. On y reviendra. Le frère de Laura, Warren, va dire à la police qu'il a des soupçons sur Aden Clark, le jardinier de sa mère.
Et lorsque la police de Bethesda se penche du coup un petit peu plus sur ce fameux jardinier, eh bien ils vont faire le lien avec une affaire qui s'est passée 6 ans auparavant dans la ville juste à côté, Silver Spring, c'est-à-dire la disparition de la petite Michelle Dorr de 6 ans. Ils vont voir que le fameux jardinier soupçonné de la disparition de Laura était un voisin de la petite Michelle à l'époque. Aden Clark va donc de nouveau être arrêté, emmené en interrogatoire et il va à nouveau refuser de parler. La police va alors creuser un peu plus son passé et y découvrir des choses hallucinantes. En 1984, le frère aîné de Aden Clark, Bradfield Clark, a été condamné en Californie, là où il habitait à l'époque, pour un crime effroyable. Il avait invité chez lui un couple d'amis, on ne sait pas très bien. En tout cas, l'homme n'a pas pu venir, il était malade. La femme s'est rendue seule chez Bradfield. On n'a pas vraiment de détails sur le déroulement de la soirée. En tout cas, Bradfield Clark a massacré cette femme. Il s'est livré à des actes de cannibalisme sur elle. Il l'a démembrée et il a mis les restes du corps dans le coffre de sa voiture. Et c'est là que les policiers la retrouveront un peu plus tard. Quand son frère Aden Clark a appris ça, il était un peu plus jeune, ça l'a énormément marqué. Il y a de quoi, faut dire. Et les enquêteurs vont commencer à se demander si Aden Clark aurait pas cherché à reproduire un crime du même niveau, si je puis dire, que celui de son frère. Malheureusement, au vu du manque de preuves dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Laura Outling, les enquêteurs vont à nouveau devoir relâcher Aden Clark. Cependant, vu qu'il est lié à 2 disparitions, celle de Michelle Dorr et celle de Laura Outling, les policiers vont quand même réussir à obtenir un mandat de perquisition pour son camion. Et dans ce camion, les enquêteurs vont mettre la main sur des photos d'un cimetière qui se situe dans la ville de Wheatfleet. Je vous en ai parlé en début de vidéo. C'est là que Aden passait ses vacances quand il était jeune, dans la grande villa de son grand-père. La police va alors se rendre sur le lieu des photos, c'est le cimetière de la ville, et c'est là que se trouve la tombe du grand-père de Aden Clark. C'est le caveau familial. Et devant ce caveau, vraiment, juste devant, vous avez la pierre tombale et vous avez une zone d'herbe. Et bien, à ce niveau-là, la terre immeuble, elle semble avoir été fraîchement retournée. Enfin, fraîchement, je ne sais pas, mais en tout cas, les enquêteurs remarquent qu'il s'est passé quelque chose. Alors, ils vont creuser. Ils vont rien trouver, mais ils vont déduire du coup que la terre n'a pas été creusée récemment pour y mettre quelque chose, mais pour y enlever quelque chose qui y était déjà. C'est également à ce stade de l'enquête que la police scientifique réussit à relever une empreinte sur la tête d'oreiller ensanglantée qui a été trouvée dans la zone boisée derrière chez les Outling après la disparition de Laura. Et cette empreinte, eh bien, elle match avec Aden Clark. Et comme si ça suffisait pas, les enquêteurs vont aussi mettre la main sur un chèque qui a été rédigé par Aden pour acheter des ficelles et du gros scotch. Et sur ce chèque était annoté Laura. Vous savez, quand vous rédigez un chèque, vous pouvez, si vous êtes très consciencieux, c'est pas mon cas, mais voilà, c'est le cas des gens consciencieux, marquer pourquoi est destiné ce chèque. Pourquoi vous le rédigez? Là, il a écrit Laura, donc a priori, les cordelettes et le scotch, ça avait rapport avec Laura. Vous devinez bien que pour la 3e fois, Aden Clark est arrêté. Et à ce moment-là, il y a la mère d'Aden Clark qui va se manifester auprès de la police. Alors vous vous imaginez qu'elle va se manifester pour le défendre, pour dire à quel point c'est un gentil garçon, contrairement à ce que tout le monde pense. Eh ben non, pas du tout. En fait, elle va supplier la police de lui dire comment faire pour qu'elle puisse les aider et être sûre et certaine qu'il reste en prison le plus longtemps possible. Elle va leur dire qu'elle a toujours eu hyper peur de lui, que c'est un fou furieux et que si il le garde pas en prison, il va tuer d'autres gens. Aden Clark est bel et bien inculpé pour le meurtre de Laura Outling et malgré l'absence de corps, il va écoper de 30 ans de prison pour meurtre au second degré.
Et le lendemain de sa condamnation, il va emmener les enquêteurs sur les lieux où il a enterré Laura Outling. Les enquêteurs pensent que Haddon Clark a pénétré par la porte de derrière. De toute façon, il avait les clés. Penny, la mère de Laura, lui avait donné les clés. Il a pénétré dans la maison, certainement tard. En tout cas, Laura dormait dans sa chambre. Il s'est jeté sur elle. Il l'a attaquée à coups de couteau de cuisine. Il l'a aussi étouffée avec un oreiller. Ses lobes d'oreilles ont été coupés, sa gorge tranchée. Il a nettoyé la scène de crime et il a quitté les lieux habillé en femme. Il a transporté le corps pour l'enterrer à seulement quelques kilomètres de là, dans une petite zone boisée derrière la maison des Outling, vers l'endroit où on avait retrouvé la paire de chaussures de femme et la taie d'oreiller sur laquelle on a trouvé ses empreintes. Le lendemain, ou le jour même, c'est pas très clair, il s'est promené en ville aux alentours de la maison des Outling, habillé avec les vêtements de Laura et en portant une perruque qui ressemblait à sa coupe de cheveux, afin de brouiller les pistes. Et c'est bien lui que le témoin a aperçu le jour de la disparition présumée de Laura. Elle a dit qu'elle avait vu Laura et que donc elle n'était pas morte. Bah non, en fait, c'était Haddon déguisé en Laura. Maintenant qu'ils savent ce dont Haddon Clark est capable, les enquêteurs vont se repencher sur l'affaire de la disparition de la petite Michelle Dorr, qui a eu lieu en 86, donc 6 ans auparavant, dans la ville juste à côté, Silver Spring. Ils vont tout reprendre depuis le début avec l'aide de Carl Dorr, le père de Michelle. Et là, il va se passer un truc super important. Carl Dorr va reconnaître qu'il s'est embrouillé dans les précisions temporelles. En fait, il avait contre sa volonté donné un alibi à Haddon Clark, alors qu'en fait, il n'en a pas. Parce qu'une fois qu'il donne de nouvelles précisions, eh bien, Haddon n'a plus d'alibi, il n'était pas au travail sur la nouvelle plage horaire de l'enlèvement présumé de Michelle. Comme d'habitude, il va tout nier, mais se comporter de manière super bizarre. Loudest Hosanna, Jesus is King. Irving Clark, the truth. You talk about God, you talk about Jesus and the Lord and your mother and your father. You don't think they're looking down here on you right now? Yeah, they are. And they're saying, Haddon, do what's right. He's the potter, I'm the clay. Mais en prison, il va faire des aveux à un codétenu. En parallèle, les enquêteurs font des recherches de traces de sang dans l'ancienne maison des Clark à Silver Spring et ils vont bel et bien en trouver dans une chambre à l'étage, l'ancienne chambre d'Elizabeth, la petite copine de Michelle, et ce sang est bien celui de Michelle Dorr. Du coup, il y en a assez pour condamner Haddon Clark, et ce malgré l'absence de corps, et en 99, il va écoper d'une nouvelle peine, c'est la seconde, de 30 ans de prison. Et voilà ce qui se serait passé à Silver Spring le 31 mai 1986. Comme je vous avais raconté, Michelle Dorr était dans le jardin de son papa Carl, qui lui avait installé une petite piscine parce qu'il faisait chaud. Elle jouait dans la piscine pendant que son père regardait la télé à l'intérieur de la maison. Mais à un moment, comme tous les enfants, elle en a eu marre de jouer toute seule. Elle a commencé à s'ennuyer. Et forcément, elle a fait ce que son père a tout de suite imaginé. Elle a descendu un petit peu la rue pour rejoindre la maison de sa copine Elizabeth Clark, juste 2 maisons plus bas. Sauf que c'est pas Elizabeth qui a ouvert la porte et c'est pas non plus Jeff, le père d'Elizabeth, parce que comme il a dit, il était absent, ils étaient pas chez eux. Mais c'est bien le frère de celui-ci qui vivait à l'époque avec eux, Haddon Clark. Il lui a dit qu'Elizabeth était dans sa chambre, ce qui n'était donc pas vrai, et il l'y a emmenée. Là-haut, il l'a tuée à coups de couteau. Ensuite, il l'a descendue à la cave, où il a drainé son sang dans l'égout de la cave. Et il a bu une partie de son sang. Il met ensuite le corps dans un sac de couchage et il l'emmène dans une zone boisée à une 20aine de kilomètres de là. Et après, il part travailler, comme si de rien n'était. Les enquêteurs pensent que c'est son éviction de chez son frère qui l'a mis en rage et qui lui a donné envie de passer ses nerfs sur la première personne venue. Enfin, première personne, je sais pas, sur la première victime assez faible pour qu'il puisse faire toutes ces saloperies sur elle. Parce que je sais pas si s'en serait pris à un adulte. En janvier 2000, Haddon Clark va finir par emmener les enquêteurs sur les lieux où il a enterré la petite Michelle.
Il s'agit d'un petit bois juste à côté d'une autoroute, c'est un endroit très glauque. Et il a utilisé un repère, peut-être qu'il aimait bien revenir sur les lieux, je sais pas. En tout cas, il avait placé un matelas dégueulasse à l'endroit où il avait enterré Michel. Quand il arrive à cet endroit, que les enquêteurs soulèvent le matelas, il va se jeter par terre et se mettre à gratter le sol, comme pour lui-même sortir le corps. Le mec, bref. Il a l'air vraiment tout excité d'être là. Hein. La police creuse donc à cet endroit et au bout de quelques temps, ils arrivent sur du tissu rose et c'est bien ici qu'est le corps de Michel Dore. Le père de Michel, Karl Dore, peut enfin donner un lieu de repos décent à sa fille 14 ans après sa disparition. En prison, Aden va de nouveau parler et il va revendiquer plus de 12 meurtres. En avril 2000, les enquêteurs vont se rendre à Cape Cod, dans la ville de Wellfleet, dans le Massachusetts, à l'endroit où Aden Clark passait ses étés chez son grand-père lorsqu'il était enfant. C'est là qu'avait été trouvée de la terre un peu meuble dans le cimetière de Wellfleet, là où est enterré le grand-père de Aden Clark. Les policiers veulent y retourner. Ils veulent y retourner avec Aden Clark qui dit avoir des choses à leur montrer. Mais avant ça, il a une requête. En échange de sa coopération pour retrouver des corps, il veut que la police lui achète une perruque, une blouse féminine et des sous-vêtements féminins. C'est dans cette tenue que Aden Clark va mener les enquêteurs le long des dunes de Wellfleet à la recherche des corps de ses victimes. Dans les dunes, ils vont finalement rien trouver. Par contre, Aden va ensuite les emmener sur le terrain de son grand-père. Aux alentours du jardin, un peu derrière la maison, il y a une sorte de petite grange. Et là-bas, les enquêteurs vont sortir de terre un seau d'environ 20 litres contenant plus de 200 bijoux, dont ceux de Laura Houghteling. Il semble évident qu'il s'agit de trophées. Ce sont des objets pris sur les victimes que ce genre de tueurs, souvent les tueurs en série, aiment garder avec eux, pas forcément avec eux, mais en tout cas à un endroit où ils peuvent aller facilement les consulter, les regarder, parce que c'est pour eux une manière de revivre leur crime. Les enquêteurs vont comprendre que ce sceau, il avait été au préalable enterré à l'endroit de la tombe du grand-père et il avait été retiré pour être caché sur le terrain du grand-père. Clark expliquera que, à côté de la tombe de son grand-père, il avait également enterré les restes d'une de ses dernières victimes, une jeune femme. Elle aussi, il l'avait déplacée pour l'enterrer au même endroit que le sceau, mais finalement, il s'en est débarrassé dans une décharge publique. En 2004, Aden Clark écrira dans une lettre être l'auteur de l'assassinat d'une Jane Doe, donc une victime non identifiée, appelée Lady of the Dunes, donc certainement les dunes de Wellfleet, qui a été assassinée en 1974. On n'en sait pas plus. Le FBI soupçonne Aden Clark de 12 à 22 meurtres. Il y a des experts qui vont essayer de se pencher sur son cas, essayer de comprendre un peu son mode de fonctionnement et surtout se demander est-ce que Aden Clark agissait réellement par vengeance, c'est-à-dire de manière construite en ayant une raison d'agir, quelque chose qui le pousse à tuer, mais qui, si cette chose n'était pas arrivée, il l'aurait peut-être pas tué. Ou bien, est-ce que c'était comme un tueur né et que de toute façon, il serait passé à l'acte même s'il n'avait pas eu de déclencheur. Le père de Michel, en interview, va s'exprimer sur ce sujet et lui n'aime pas entendre que c'est un tueur né. Pour lui, c'est un choix qu'il a fait dans sa vie et il n'y a pas de prédétermination qui fait que vous ne pouvez pas vous empêcher de tuer. Non, pour lui, il s'agit de choix. Et à côté de ça, il y a certains experts qui penchent plus pour la thèse de la prédétermination dès la naissance, puisque son frère aussi était un tueur cannibale. Mais bon, ça suffit pas comme explication, puisque tout simplement, son frère, lui, pouvait peut-être être un tueur né, et Aden Clark l'aurait simplement imité, ou bien aucun des deux n'est un tueur né, peut-être que ça n'existe pas, les tueurs nés, vaste sujet. Et tous les deux, c'était juste des criminels, certainement assez déréglés dans leur tête pour passer à l'acte lorsqu'ils étaient frustrés de quelque chose. Clark ne formulera jamais de remords pour les victimes ou les familles des victimes.
il formulera simplement des remords quant au fait d'avoir été attrapé. J'en ai fini avec l'histoire de Hadden Clark. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me lâcher le pouce et à vous abonner, pourquoi pas. Je vous remercie par avance. Et en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais 2-3 trucs à vous dire. Je voulais vous parler de la monétisation des vidéos. Moi, avant d'avoir la chaîne True Crime, j'en avais une autre d'un sujet tout à fait différent. Et je n'ai jamais eu de problème de monétisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai atteint mes 1000 abonnés et mes 4000 heures de vues en un an sur YouTube, ce sont les 2 prérequis pour avoir la monétisation, eh bien, toutes mes vidéos ont toujours été automatiquement monétisées, c'est-à-dire que je les mettais en ligne, elles étaient monétisées tout de suite, n'importe qui cliquait dessus, les pubs se lançaient et je commençais à gagner de l'argent, tout se passait très bien. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'avec le True Crime, c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Ça se passe pas comme ça. Donc déjà, la monétisation n'est pas automatique avec les vidéos True Crime. Vous effectuez la mise en ligne, les réglages, etc. Et vous faites une demande en fait de monétisation. Elle vous est par principe refusée et vous la demandez. Vous demandez une vérification manuelle pour qu'elle soit potentiellement acceptée. Ça, c'est à chaque fois. Toutes les vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, j'ai dû faire ça. La vérification manuelle, ça demande en général 5 jours, 5-6 jours, presque une semaine. Et dans un premier temps, ça se passait plutôt bien. Sur une dizaine de vidéos, j'en avais 7 qui avaient eu la monétisation, 2 ou 3 qui ne l'avaient pas eu. Mais les 2 ou 3 qui n'avaient pas été monétisés, je me disais, ah oui, en effet, c'est les sujets les plus sensibles. Ça parle de cannibalisme ou là, j'ai utilisé un mot un petit peu plus... Bon, j'arrivais à expliquer plus ou moins les choses. Mais depuis 2-3 mois, c'est la catastrophe. Hein. Je n'ai plus aucune vidéo dont la monétisation est acceptée. C'est fini. Donc là, ça va faire la 5e vidéo de suite qui n'est pas monétisée, alors que clairement, il y a eu des sujets qui sont absolument pas macabres. Enfin si, c'est glauque toujours, mais je veux dire, il y avait pas de détails bizarres, j'ai pas employé de mots horribles, donc il y avait vraiment pas de raison. Enfin, dites-vous que la vidéo sur Dimebag Darrell de Pantera n'a pas été monétisée, enfin ça n'a aucun sens. C'est pas une vidéo ultra choquante. Je connais du contenu beaucoup plus choquant sur YouTube. Enfin après, je sais pas si c'est monétisé. Bref, tout ça pour dire que c'est la galère. Je voulais vous demander, vous, si vous aviez entendu parler de ça, s'il y avait d'autres créateurs de contenu True Crime qui s'étaient plaints de ça. Dites-moi en commentaire si vous avez entendu quelque chose, si vous savez que YouTube a changé ses réglementations, est-ce que le True Crime maintenant n'est plus du tout monétisé, bref, dites-moi. Et j'en profite quand même pour vous dire que j'ai un Utip, donc si vous avez envie de me soutenir autrement, puisque YouTube ne me donne plus de sous, vous pouvez aller me donner une pièce sur le Utip, ça me fera très plaisir, je vous mets le lien. Je pense que la vidéo est assez longue, hein, donc je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là et je vous dis à bientôt. Ciao.